et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Et nous sommes donc, nous nous intéressons encore une fois, comme la semaine précédente ou 2 semaines, ça dépend un peu de l'actualité aussi du Moyen-Âge, au livre Héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne, livre collectif dirigé par nos 3 invités, Catherine Richartet, Roland-Pierre Guéraud et Jean-Michel Poinçon. Et c'est un livre coédité par les éditions La Découverte et par l'INRAP aussi. L'INRAP que vous pouvez retrouver assez régulièrement sur notre page Facebook d'ailleurs, parce qu'on met souvent des vidéos quand vous avez des vidéos de fouilles sur le Moyen-Âge. C'est quand même intéressant de voir le travail régulier et important des archéologues. Alors, donc, la semaine dernière, on s'est intéressé en fait on va dire, donc, dans cet espace de la Méditerranée occidentale, au contact, on va dire, militaire en fin de compte, aux affrontements, parce qu'il y a eu des affrontements parfois extrêmement durs. Mais ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous consacrez la première partie donc à ces affrontements et 2 autres parties en fait aux échanges, que ce soit des échanges économiques ou culturels. Et là-dedans, en fait, il y a plusieurs choses qui ont attiré mon regard. La première, ce sont les 4 épaves. Et là, je vais me retourner vers Catherine Richartet, qui, semble-t-il, connaît bien ce sujet. Donc, 4 épaves de vaisseaux sarrasins, morts, qu'importe le terme, qui ont été retrouvés en 2013, c'est ça, ou un peu avant? Non, en fait, ils ont été découverts entre les années 1960 et je crois 1993, ce sont les dernières interventions. Donc, ça remonte quand même à quelques temps. D'accord. Et elles n'avaient pas été étudiées jusqu'à où? Alors elles ont été signalées, elles ont fait l'objet de notices et elles ont été publiées, mais de manière toujours isolée. C'est-à-dire que on n'a jamais fait totalement le lien entre les 4 épaves, le groupe d'épaves qui avaient été découvertes. On a un peu exploité le mobilier et on l'a un peu publié, notamment pour les épaves de Bataguer, par exemple. Mais ensuite, on n'a jamais fait une étude exhaustive du chargement de ces navires. Alors, et qu'est-ce qu'on peut dire sur notamment sur ce chargement? Parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a, semble-t-il, quand même une véritable... ce sont généralement c'est extrêmement homogène, en fin de compte, comme chargement. Alors, c'est ce qui, bien sûr, a attiré notre attention, c'est que, en fait, ces navires transportent le même type de matériel, que ce soit le navire de Marseille, celui de Cannes ou celui de Saint-Raphaël. Ce sont des navires qui ont à peu près la même charge pour ce que l'on peut en dire, parce que il est clair que le matériel, c'est du matériel qui provient de fouilles subaquatiques et peut-être tout n'a pas été remonté, bien entendu, mais quand même, pour ce que l'on peut en voir, il semble que ce sont les mêmes objets qui sont transportés sur au moins 3 des 4 navires. Le 4e étant Rochefouras, ne comportait que des meules et des jarres, et je crois qu'il n'a pas été totalement fouillé, donc il était très mal conservé. Et c'est quoi ce matériel commun, en fait? Alors le matériel, en fait, ce sont des récipients de transport pour ce qui concerne la charge principale, c'est-à-dire des grands dolias, en général une dizaine de dolias. Donc c'est des grandes, les dolias, c'est des grandes jarres. Ce sont des grandes jarres de plusieurs milliers de litres qui sont installées à poste fixe dans les bateaux, que l'on trouve par exemple dans les bateaux romains, notamment ceux qui faisaient le transport de la nonne. Et donc on a les mêmes types de récipients, donc pour au moins 3 des 4, même les 4 navires transportent ces mêmes récipients. Donc il y a alors ça c'est la charge principale, je pense, puisque une dizaine de vases de ce type, ça occupe déjà une assez grande partie du navire. Ensuite, la charge est complétée par des petits vases qui sont plus ou moins grands, de tailles différentes, donc cela semble correspondre à des modules alors qu'il faudra rapprocher, l'étude est en cours, mais qu'il faudra rapprocher des modules qui sont utilisés dans le monde islamique, justement. Et dans 2 de ces vases qui ont été analysés, qui ont fait l'objet d'analyses chimiques, il s'avère qu'il y aurait du vin aurait été transporté. Alors du vin, mais
Et dans d'autres vases qui sont d'un autre type, là nous avons d'autres matières et d'autres contenus comme des huiles végétales, des huiles cicatives, des produits laitiers, certainement du miel ou des cires végétales. Voilà. Et tous ces vases en fait ne voyageaient pas vides, mais voyageaient pleins. Donc on a bien affaire à du commerce. Oui, donc c'est des marchands en fait, donc qui viennent. Alors vous les associez en fait à Fraxinetum, donc pas complètement, parce que en fait on n'a pas les éléments pour les associer clairement à la base du Fraxiné. On pense que de toute façon à l'endroit où ils ont été découverts, il était clair qu'il s'agissait de cabotage ou de mouillage, mais ces bateaux sont pas forcément reliés au Fraxiné. En tout cas, on n'a pas les éléments pour le dire, puisque le Fraxiné n'a pas été réellement découvert physiquement. Ouais. Mais ça veut dire en fait que c'était donc, en tout cas c'est un peu ce que vous dites, c'est que c'était des marchands qui venaient en fait dans les rives nord de la Méditerranée pour commercer, et donc c'est-à-dire qu'il y avait une demande en fait en fin de compte des populations locales. Alors il semblerait effectivement qu'une partie du chargement qui correspond à des vases qui sont glaçurés, sont des produits qui sont très rares pour ce haut Moyen-Âge. Ces vases on en a découvert quelques-uns dans des sites aristocratiques en particulier, comme le castrum de Fosse ou la motte castrale de Niozelle. C'est-à-dire que ce sont des vases émaillés à des corps verts et bruns et qui proviennent vraisemblablement d'Espagne. Mais on est loin encore d'avoir fait la preuve que ce matériel est apporté sur les côtes occidentales. Pour l'instant, l'enquête est en cours, donc voilà, on est à un instant T de la recherche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était du commerce en fin de compte. Ça c'est sûr. Voilà, bien sûr. Et ensuite, on ne sait pas exactement quels sont les différents points d'accostage de ces bateaux. Quand on aura... Et en fait, vous n'avez pas encore reconstitué quelque part en fait tout le circuit commercial. Toute la route. Mais on sait par contre que ça partait de la péninsule ibérique dans ou l'émirat omeyyade en fait. Oui, vraisemblablement, mais pas seulement. Il semble aussi que les bateaux s'approvisionnent en Ifriqiya, puisqu'il y a des céramiques qui ont été analysées. Là, c'est de l'archéométrie dont il s'agit, et qui donne comme origine des vases, de certains vases bien sûr, l'Ifriqiya, la Tunisie. Donc la Tunisie, donc en fait, donc ça fait quand même un voyage extrêmement important en fin de compte. C'est cabotage en fait de la Tunisie jusqu'à une partie d'Algérie. Les Baléares peut-être Sans doute les Baléares, il faut vérifier, mais il semblerait qu'il y ait des formes. C'est une espèce de grand croissant en fin de compte, donc c'est assez impressionnant. Et peut-être jusqu'à la Sicile. Oui, parce que là il y a tout un article là-dessus, en effet, où la Sicile, vous dites c'est un nœud commercial en fait, en fin de compte, qui réunit, qui connecte en fin de compte quasiment, parce que la Sicile est au point de rencontre de trois mondes en fin de compte, le monde latin, le monde grec, le monde arabo-islamique, donc en effet c'est un point de rencontre. Vous voulez dire quelque chose ? Oui. Je voudrais rajouter, en dehors des épaves, les éléments terrestres. C'est-à-dire que beaucoup d'édifices italiens, en tout cas au moins de l'Italie du Nord, mais c'est une pratique répandue un peu partout, sont décorés de ce qu'on appelle les bacini en italien. Ce sont des grands plats de céramique glacurés. Et les plus anciens sont égyptiens et syriens. Et après, il y en a d'Afrique du Nord. Et ça nous ramène quand même au Xe siècle, au XIe siècle. Donc là, il y a un commerce aussi de ces céramiques, même si on n'a pas trouvé les épaves qui les transportaient, elles sont venues d'Orient. Mais c'est intéressant, c'est que c'est un commerce qui est extrêmement ancien et qui ne s'arrête pas du tout avec la conquête islamique, en fin de compte. C'est quelque chose qui... Absolument. Il faut dire aussi que pendant tout le Moyen-Âge, en ce qui concerne la céramique, les modes orientales ont été d'une faveur extraordinaire. La mode des décors, soit orientaux, soit d'inspiration orientale, a connu un succès absolument fabuleux en Occident, également dans les tissus et dans bien d'autres choses, mais en particulier dans la céramique. Oui. Et cela jusqu'à l'extrême fin du Moyen-Âge, c'est vraiment un engouement extraordinaire. Y compris dans les hautes sphères de la société, vous montrez par exemple, il y a des objets de Charles VI et de Charles V, en fait, en fin de compte, qui viennent d'Orient, voilà. Donc, voyons.
La cour de Bourgogne était très grande consommatrice de ce genre de choses. Mais si vous voulez, en même temps que le commerce, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un transfert de technologie. Parce que au point actuel des recherches, la glaçure telle qu'on la connaît avec les décors qui vont avec date du début du IXe siècle en Orient. Donc aussi bien en Irak qu'en Égypte. Et elle n'a aucun lien avec ce qui a précédé. Et elle se répand petit à petit vers l'Occident. Donc vous avez une chronologie de la diffusion. Alors peut-être il peut y avoir des transmissions qui sautent des territoires, hein, ça c'est très possible. Et si vous voulez, en ce qui concerne l'Occident, la glaçure, selon les endroits, est apparue sur une chronologie différenciée. En Provence, c'est apparu plus tard. Bon, même, c'est le cas d'une communication, même si on a trouvé à Marseille un artisanat de potier avec de la main-d'œuvre importée. Des savoir-faire importés. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites ça, il y a des artisans en fait, qui venaient certainement de Malaga ou de cette région-là, c'est-à-dire de l'Andalous arabe, hein, pas de l'Espagne chrétienne, et qui se sont installés à Marseille, qui ont travaillé à Marseille. Et quand ils sont morts, on les a enterrés. Vous voyez, on revient à l'histoire d'inhumation. Oui, qu'on a vu dans la précédente émission, en effet. Oui. Parce que quand vous mourrez en terre d'islam, en général, vous êtes, si possible, enterré avant le coucher du soleil. Bon, rarement le lendemain, si vous mourrez la nuit, évidemment. Bon. Mais en général, c'est très rapide. Donc il n'est pas pensable que des artisans de l'Andalous, morts à Marseille, aient été rapatriés en Andalous pour y être enterrés. Ouais. Ils ont été enterrés sur place. Ouais. C'est une pratique complètement différente. Moi, je pense, ça me fait penser évidemment au corps de Saint-Louis qui est mort en Tunisie, justement, où là, par contre, on a... Oui, mais c'était Saint-Louis. Oui, c'était le futur Saint-Louis qui était... Ça a été toute une histoire. Et c'était toute une histoire, qui a été bouilli, mis dans le vinaigre, c'est absolument... ça, c'était des recettes. Voilà, puis en effet, pour garder ce qui allait devenir des reliques, en l'occurrence. On est en train de... Alors ça dépasse un petit peu notre sujet, mais on est en train de fouiller en Israël un nécropole à Atlit où il y a finalement mélangé des tombes de chevaliers templiers et des tombes musulmanes. Donc les chevaliers templiers n'étaient pas plus rapatriés quand ils mouraient sur le champ de bataille en Terre Sainte. Et donc ça c'est en cours d'étude et je crois que ça va donner des renseignements très intéressants. C'est extrêmement intéressant en effet. Autre forme de transfert, moi évidemment qui me parle, qui m'a un peu... Tenez, avant de parler de ça, on va quand même juste un tout petit peu parler. On l'a évoqué dans la précédente émission, mais justement, il y a des textes, notamment à Marseille. À Marseille, qui semble-t-il, a des relations extrêmement soutenues, voire même officialisées en l'occurrence, avec des marchands musulmans qui viennent d'Andalousie, qui viennent de... C'est variable. C'est variable. Il faut voir les premières... ligne commerciale, si je se dire, c'est Marseille-Bonn. Bon, il y a des comptoirs marseillais installés à Bonn, en Algérie, ce qui implique en fait une réciproque. C'est-à-dire que jamais les autorités de la ville de Bonn n'auraient accepté que des Marseillais s'installent si à Marseille on n'avait pas accepté que les gens de Bonn s'y installent aussi. C'est un échange. Tous ces comptoirs qu'il y a à Alexandrie, à Saint-Jean-d'Acre, n'importe où, ils sont, dès le XIIe siècle, ils se multiplient. Ouais, et par contre, là, on a retrouvé, il y a des textes. Là, des textes, il y a même des bulles pontificales. Il y a des textes normatifs, en fait, en l'occurrence, très rapidement, qui justement disent en gros qu'il y a des commerçants musulmans sont bienvenus. Alors, on ne parle pas des musulmans, parce que c'est des sources occidentales, on parle des occidentaux qui font le commerce avec les infidèles. Un commerce contre lequel on n'a pas à s'opposer. Même s'il y a des croisades et tout ça, pendant les croisades, le commerce continue. D'accord. En quelque sorte. Mais ça, c'est une constante. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en dehors des mentions, quand on fouille à Marseille et qu'on fouille dans les niveaux médiévaux, il y a toujours un certain nombre, et il est souvent assez important, de productions céramiques
qui correspondent justement à des importations qui viennent souvent d'Ifriqiya, d'Al-Andalus, ou de la Sicile. Donc vraiment, je veux dire, les témoins matériels sont là. Ouais. En plus des textes. Là, on a une concordance entre les textes et les témoignages matériels. On va parler un peu nourriture, hein, déjà parce qu'il est bientôt 4 heures au moment où on enregistre, donc je commence à faire faim. Et en fait, parce qu'il y a plusieurs communications donc, qui sont mises dans cet ouvrage, qui parlent justement des transferts gastronomiques, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, ou des transferts même tout bêtement de plantes. Hein. Là, vous avez tout un... Les deux, hein, mais il y a les deux. Avant de parler des transferts gastronomiques, parlons des plantes justement, parce que évidemment, alors c'est quand même assez connu, par exemple, qu'une plante comme l'aubergine en l'occurrence est venue à ce moment-là, ou l'abricot. Et là, par contre, vous avez, il y a une étude, qui est quand même extrêmement intéressante où on montre bien que autant il y a certaines plantes orientales qui étaient déjà là, qui sont venues avec les Romains ou même un peu avant, même peut-être avec les Phéniciens, peut-être, on sait pas. Mais vous avez certaines plantes en effet qui sont arrivées. Alors le cas, moi, que je ne connaissais pas, c'était l'artichaut. Moi, ça m'a, et semble-t-il le premier artichaut qu'on a trouvé. C'était à Montaillou, en tout cas les premières traces d'artichaut au nord des Pyrénées, c'était à Montaillou, donc le fameux village qu'a étudié Emmanuel Leroy-Ladurie. Et la personne qui a fait la communication dit que c'est peut-être en fait par les bergers qui eux-mêmes allaient travailler, qui peut-être pendant les transhumances a amené des troupeaux peut-être en territoire proche des territoires musulmans et qui ramenaient peut-être ces types de fruits ou de légumes. C'est quand même assez fascinant parce que c'est aussi, mine de rien, c'est aussi un témoin en fait. Alors c'est peut-être pas d'échange de population, hein, là il n'y a pas besoin d'amener des gens avec les plantes, mais d'échanges, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, culturel, tout bêtement. Culturel si on les plante. Des échanges marchands, c'est-à-dire qu'on ramenait des plantes qu'on a toujours fait, comme on a fait très souvent au XVIIe ou XVIIIe dans les territoires du Pacifique ou d'Amérique du Sud, on ramenait des plantes pour le jardin des plantes. Bon, là, c'était pour la consommation. Il y a des plantes et puis il y a aussi des procédés agricoles comme l'agriculture irriguée. En Espagne, par exemple, les pratiques de l'irrigation, de la noria pour monter l'eau, irriguer les jardins et les cultures apparaissent à ce moment-là et entraînent une véritable révolution dans les pratiques culturelles. Alors en France c'est moins perceptible pour bien des raisons, mais en Espagne musulmane c'est vraiment caractéristique, et évidemment aussi en Sicile, bien sûr. Et puis au niveau des plantes, on peut citer aussi, même si ça ne touche que évidemment des régions méridionales, il y a évidemment le sucre, hein, la canne à sucre, notamment en Sicile, la banane aussi. La banane, avec la conquête arabe, la Sicile devient un producteur de sucre vraiment. Hein, pardon. Les cocons. Oui, d'accord. Ouais. Justement, ce que je voulais dire à ce propos, c'est que le monde islamique est un transmetteur. Il est aussi un inventeur de techniques et de pratiques, mais il est aussi un transmetteur. C'est-à-dire que toutes ces plantes, 9 fois sur 10, elles viennent des Indes, de Chine, d'Indonésie. Oui, parce qu'en effet, et ça c'est très important. Ça, je ne sais plus où est-ce que c'est dans le livre, c'est que autant le monde romain, il y avait des contacts avec la Chine, mais c'était très sporadique en fin de compte, autant vu que l'Empire islamique, pour le coup, vu que concrètement Pardon ? Je crois que j'en parle. Oui, sans doute, c'est sans doute vous qu'en parlez, mais c'est autant... une pérennité. Voilà, en effet, vu que l'Empire islamique est directement en contact avec la Chine et avec le monde méditerranéen, en fin de compte, et ça va même s'accentuer sans doute avec l'Empire mongol. Des éléments dont on ne parle pas assez souvent, à mon avis, dont on n'a pas assez précisément établi l'historique, c'est le papier. Oui. Parce que le papier, c'est un développement considérable de la culture et de l'écriture. Oui, tout à fait, ça, oui. Ça... Bon, et en plus, ça correspond en Occident à une baisse d'influence des monastères dans le monde politique et économique. C'est-à-dire, presque, je schématise, mais à la limite, le clergé séculier prend le devant sur le clergé régulier qui fournissait
les parchemins, les choses comme ça, qu'il y a une sorte de monopole de la fabrication. Oui, puis de toute façon, le papier va jouer pour beaucoup dans la révolution justement de l'écrit au XIIe siècle. En fait, les écrits vont se multiplier, on le voit dans les sources et tout. Et ça, en effet, ça vient de Chine à travers, en l'occurrence... À travers les Arabes, et pas forcément à partir d'un élément militaire, puisqu'on dit la bataille du Talas, les Arabes ont fait des prisonniers chinois, et par là, ils ont eu le papier. 751, oui, c'est la bataille. Mais en fait, c'est une vision de l'histoire qui est peut-être vraie, j'en sais rien, mais je constate qu'au 8e siècle, il y avait pas mal de comptoirs arabes en Chine, y compris, pas qu'à Canton, dans toute la Chine. Et donc, ils avaient... Peut-être qu'ils faisaient de l'espionnage industriel aussi. Et ça a transmis des techniques et des... Vous savez, la céramique telle qu'elle apparaît en Irak et en Égypte au IXe siècle, c'est des modèles influencés par la céramique Tang. D'accord, ouais. Donc on a un transfert. C'est pareil, ça c'est... On est presque, alors évidemment aujourd'hui on dit mondialisation, mais en fin de compte, évidemment c'est une mondialisation beaucoup moins rapide. Les produits ne viennent pas en 3 semaines ou en 2 semaines, ils mettent parfois plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est pas la même idéologie qui est derrière. C'est pas la même idéologie en effet qui est derrière, mais quand même il y a des connexions qui sont hallucinantes, avec parfois des 10 000 kilomètres qui sont parcourus par des produits. Et des produits qui viennent, par exemple au Caire au XIe siècle, il y a des produits qui viennent d'Islande, des produits qui viennent du Tibet. Moi, je pense, ça me fait penser, parce que ça, c'est un truc, alors, c'est un tout petit, mais c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais j'aurais bien aimé avoir un petit truc sur la fauconnerie, parce que c'est un truc, et en effet, la fauconnerie, c'est aussi, par exemple, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, mais entre l'art de la fauconnerie arabe, en l'occurrence, ou orientale, avec le chaperon qui passe par la Sicile, par Frédéric II, justement, et notamment, parfois, je sais que certains sultans ou certains émirs étaient fascinés, notamment par les faucons qui venaient d'Arctique ou qui venaient d'Islande, donc c'est les grands faucons blancs qui, en l'occurrence, coûtaient extrêmement cher. Il y a aussi une forme d'échange qui, là, pour le coup, évidemment, c'est de l'échange de très haut niveau, hein. C'est des grands aristocrates, hein. C'est des princes, des rois qui s'échangent ça, mais il y a quand même des traités. Il y a toute une invention lexicographique extrêmement riche là-dessus et sur les chameaux de course aussi, ou les chevaux. Voilà. Oula. Ils étaient très, très portés sur ce genre de divertissement. On va finir sur une note, enfin c'est pas trivial parce que c'est bon, mais parce que moi c'est quelque chose qui, il y a un article à la fin de votre ouvrage où il est question de la merguez, voilà. Alors ça moi je trouvais ça, voilà, désolé, hein, c'est quelque chose qui m'a bien amusé. C'était donc par rapport au fait que la merguez, semble-t-il, et j'aime bien cette expression. Donc c'est un article Esbech merguez rouski et autres recettes des plaisirs de bouche partagés, et les auteurs ou l'auteur en François Clément, qu'on peut remercier pour cette belle contribution, parle de syncrétisme culinaire. Moi j'aime beaucoup parce qu'en effet il montre, en tout cas c'est son hypothèse, qu'en fin de compte la merguez c'est pas vraiment une invention arabe, mais c'est plutôt une invention en fait de la péninsule ibérique en l'occurrence, qui est récupérée par les Arabes et qui est transformée. Ça on peut peut-être revenir un peu dessus, mais c'était assez amusant justement cette espèce de présence. Notamment, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Poisson, vous parliez de goût en fait pour l'art islamique, mais même la cuisine arabe en l'occurrence en Occident a énormément d'influence sur les recettes. Par exemple, dans le Ménager de Paris, hein, on trouve énormément de recettes orientales. Et je pense en plus que c'est sans doute dû aussi au goût des épices. Bien sûr, il y a des livres de cuisine d'Al-Andalus qui ont eu beaucoup de succès en Occident. Il y a toujours aujourd'hui en Sicile des gâteaux et des pâtisseries qui sont d'origine, qui trouvent leur origine dans la Sicile islamique, avec l'utilisation des pâtes
pâte d'amande, Ouais. etc., et qui sont encore aujourd'hui dans la culture des Siciliens d'aujourd'hui, et quelque chose de très apprécié, qui fait vraiment partie de la culture d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ces échanges culinaires, et comme évidemment en matière d'échanges culinaires, il y a toujours des mélanges, hein, il y a toujours un petit peu comme au point de vue linguistique, il y a là une fusion qui se fait, qui est tout à fait intéressante. Oui. Même dans des domaines où on l'ignore à peu près, mais les calissons d'Aix sont vraisemblablement influencés par la pâtisserie orientale. Ah bon, d'accord. la pâte d'amande avec Les des fameux fruits confits. calissons, d'accord, ok. Vous savez, Ah, vous allez à Alep, bon, c'est pas le moment, mais oui, vous avez ce genre de pâtisserie. d'accord, ok. En fait, Donc, oui, c'est pâte les fameux d'amande, calissons. fruits confits mélangés, tout ça, D'accord. c'est un grand classique. Et ce que je voulais dire également, pour illustrer un petit peu le contraire de ce qu'on est en train de dire, c'est que parallèlement aussi, on a ces recettes qui se transmettent de l'époque romaine quasiment jusqu'à l'époque médiévale, notamment à travers ce qu'on connaît, un matériau qu'on connaît très bien qui est le garum, et qui est très prisé également dans le monde arabe. Ah d'accord, parce que alors, le garum, c'est cette espèce de, ça ressemble un peu à la sauce de poisson, oui, voilà, ce sont des sauces de poisson, voilà, que l'on utilise dans la cuisine orientale et qui prend le nom de mouri. D'accord. Okay. Donc, bon, il y a aussi des transmissions aussi qui se font dans ce sens. Ça existe toujours en Égypte. Pour la fête du printemps, on sert le fessir, qui est un poisson pourri. Ouais. Et dans les fouilles, moi j'ai trouvé des amphores avec des restes de poissons à l'intérieur. Vous avez goûté? C'est Non, j'ai pas goûté. Il restait que les arêtes. C'était du mulet, quoi. Ça, par contre. Donc tout à fait l'ingrédient du garum. Oui. D'accord. Et pareillement, on a des transferts de recettes occidentales. Là, justement, on dit dans cette contribution, on montre bien qu'il y a aussi des transferts dans l'autre sens. Tout à fait. Bien, écoutez, on conclut donc cette série de 2 émissions sur cette note culinaire. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Fréquence Médiévale, d'autant que vous êtes venu de loin, en l'occurrence. Je rappelle le titre de votre ouvrage collectif, Héritage arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne, donc sous la direction de nos invités, Catherine Richartet, Roland-Pierre Guéraud et Jean-Michel Poisson, qui était publié donc c'est une coédition des éditions La Découverte et de l'INRAP. Merci à vous et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale.